et je vous souhaite la bienvenue à la 4e soirée, c'est bien la 4e soirée d'histoire organisée par les amis de la commune de Paris 1871. La première soirée d'histoire a eu lieu ici même, donc c'est un peu dans la tradition en quelque sorte. Alors ces soirées d'histoire sont des occasions pour nous d'approfondir un thème, pour mieux connaître l'histoire de la commune de Paris. C'est, si vous voulez, une façon de résumer l'essentiel. Si vous voulez. Et le thème qu'on a choisi cette année, c'est la province et la commune de Paris. Et comme vous savez, la commune de Marseille a déjà annoncé. Alors, il y a 3 intervenants ce soir, donc Jean-Marc Champé, Jean Alain et Mme Michel Sancari-Fournet qui va arriver bientôt. Donc, vous allez être entretenus autour de ce thème. Et Chantal, ici à ma droite, va parler de la commune de Marseille et son contexte insurrectionnel, vous avez le titre à l'écran. Et Chantal est une ancienne professeure d'histoire-géographie et membre du comité marseillais des amis de la commune de Marseille. De Paris, pardon. Marseille, c'est deux. Marseille, la même année. Elle collabore avec diverses associations culturelles et historiques s'intéressant à l'histoire populaire. Et c'est justement dans le cadre de la commune de Marseille, il s'agit d'histoire populaire et plus souvent occultée, sinon oubliée. Donc elle travaille, ça fait plusieurs années qu'elle travaille, qu'elle fait des recherches pour qu'il amène prochaine dans les archives, maintenant qu'il amène à avoir un regard, je dirais, renouvelé sur la commune de Marseille. Donc elle va nous entretenir sur cette commune, son contexte et ce qu'elle apporte de l'histoire. Voilà, Chantal. Vous m'entendez là? C'est clair? C'est clair, merci. Bien, quand le grand public ignore souvent qu'il a existé une commune révolutionnaire de Marseille au tout début de la Troisième République, et lorsqu'il en a entendu parler, il se réfère surtout à la période qui va du 22 mars au 4 avril 1871, période pendant laquelle Marseille s'est soulevée en soutien avec la commune de Paris. Mais ces journées dramatiques ne furent que le paroxysme d'une situation insurrectionnelle qui a débuté bien plus tôt. En effet, le mouvement communal marseillais naît dans le même contexte national que celui de Paris et des autres villes de province, c'est-à-dire en toile de fond une France aux équilibres bouleversés par les conséquences de la révolution industrielle, soumise au régime autoritaire du Second Empire, puis au traumatisme de la défaite devant les Prussiens et de l'envahissement du territoire. Mais les particularités économiques, politiques et sociales de ce confort font que ces mêmes événements nationaux ont eu un impact différent, parfois localement à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et même dans le Midi. Pour comprendre ce qui s'est passé à Marseille à ce moment-là, je vous propose dans un premier temps d'esquisser un tableau de la ville. Je m'y attendrai un peu parce que ça permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, je résumerai très brièvement les événements parce que j'ai très peu de temps. Ils vont s'articuler en 3 périodes qui s'étalent entre août 1870 et le 4 avril 1871. Et en fait, dans le peu de temps qui restera, nous essaierons de dégager quelques particularités du mouvement communal marseillais. Alors, Marseille, en 1870, c'est une ville qui a été, comme je viens de l'évoquer, comme plusieurs grandes villes de France de l'époque, bouleversées par la révolution industrielle et les grands investissements capitalistes qui arrivent plus tardivement que dans la partie nord et qui arrivent avec le Second Empire. L'industrialisation, l'explosion du trafic colonial a attiré en effet de grands investisseurs
Et l'urbanisme de la ville va être complètement transformé et les fragiles équilibres sociaux complètement bouleversés. Durant les 10 dernières années de l'Empire, la ville va se couvrir de magnifiques monuments, des bâtiments de puissance. On pourrait même dire que ce sont des bâtiments de pouvoir. L'agrandissement du port de la Joliette, celui de la gare, la construction des docks en 1863 vont restructurer la ville autour de ces nouvelles activités maritimes et commerciales. Et je vais vous donner quelques exemples de ces transformations qui vont avoir une grande impression sur les Marseillais. Les riches armateurs et hommes d'affaires vont se construire bien sûr des hôtels particuliers. Le symbole de leur puissance économique va être le palais de la Bourse, qui est édifié en 1860 et qui vraiment qui trône auprès du Vieux-Port, au bas de la Canebière, qui sera béni par l'Église et par l'archevêque qui bénit ce temple de l'argent au moment où l'empereur inaugure. Alors, je ne peux pas vous citer toutes les transformations, mais je vais juste vous parler de la préfecture parce que c'est quand même un des bâtiments qui va scandaliser le plus les Marseillais. Il est construit en 1667 par Charlemagne de Maupas. Charlemagne de Maupas, c'est un intime de Napoléon III qui l'a aidé dans son coup d'État et qui veut, quand il arrive à Marseille, imposer, magnifier le pouvoir de l'empereur par cette architecture qui est très imposante. Alors je ne vais pas la décrire, mais je vais simplement vous citer que sur la façade, il s'agit là d'une carte postale que j'ai retrouvée et qui montre la façade avant les événements de la commune de 71 qui vont la modifier. Il y a tout le long les statuts de tous les gouverneurs dans la royauté de Provence, ce qui veut dire que l'empereur se pose en successeur des rois à Marseille. Et surtout, je vous ai agrandi le milieu de la façade où il y a un médaillon. Alors ce médaillon est au milieu, vous voyez, il y a la grande place qui aujourd'hui s'appelle Félix Barret et qui donne sur la rue Saint-Créole et qui se voit presque jusqu'à la Canebière. Tout le quartier est dominé par ce médaillon qui représente l'empereur dans tous les attributs de son pouvoir. L'original d'ailleurs est au musée d'Orsay, en place, qui a servi à la ici chez nous. Donc, non seulement c'est une architecture qui impose le pouvoir impérial, mais en plus, elle a été très chère, 12 millions. Alors, pour établir une comparaison compréhensible aujourd'hui, j'ai pris le salaire d'un communard qui était très bien payé, qui était chaudronnier, donc ouvrier spécialisé. Il gagnait 4 francs par jour pour faire vivre sa famille de 5 personnes, et ça représente l'1 fois le salaire annuel. Et le Maupas a tellement dépassé son budget et commis des irrégularités que l'empereur l'a rappelé. À un moment donné, même les notables étaient indignés. D'ailleurs, cette ville qui se transforme, elle s'est agrandie aussi au niveau de la population. Elle a augmenté de 60% en 20 ans, c'est-à-dire qu'elle est passée de presque 200 000 habitants à 300 000, et ces 100 000 habitants qui arrivent, ce sont avant tout des travailleurs pauvres, soit par immigration intérieure de la province, des Basses-Alpes notamment, qui sont très peuplées, mais aussi étrangères, notamment italiennes. Les Italiennes, c'est à peu près 16 000 en 1850, ils vont être 62 000 en 1880. Et ils vont jouer un rôle dans la commune, puisqu'ils vont fournir des hommes qui vont défendre la commune de Marseille. Ils sont appelés par cette politique de grands travaux et que d'être mesure bien sûr à Paris, mais elle est symbolisée par le percement de la rue impériale. Vous avez ici une photo qui montre un petit peu le choc qu'a été cette construction à Marseille. Je n'ai pas de revers, donc je ne peux pas vous montrer. Mais
le Vieux-Port est au fond, la Calumière est au fond, et aujourd'hui c'est la rue de la République. Et là, on ne le voit pas parce que tout est rasé. 16 000 maisons ont été rasées pour cela. Pardon, 1000 maisons ont été rasées pour cela et 16 000 Marseillais délogés sans indemnité, sans relogement, puisqu'ils sont locataires. Hein, c'était des gens pauvres, c'était des quartiers de Marseille. Et on les a non seulement privés de logement, mais aussi de leurs moyens d'existence, parce que plein de petites entreprises étaient implantées dans ces deux quartiers. Et ils se sont retrouvés dans le quartier périphérique et qui fourniront là aussi les défenseurs de la commune, dans la vallée de Buvol, là où vont s'implanter les nouvelles industries, on les murs. Donc à l'est, dans la vallée de Buvol, le quartier de Belpelty, à Capelette, sur le littoral sud, en Doubs, les Catalans, et au nord, dans la baie de Mai. Et dans quelques vieux quartiers qui vont exister jusqu'à la gare de 39-40, de Canon. Et donc, paradoxalement, au lieu d'améliorer la condition ouvrière à ce moment-là, ces grands travaux vont les aggraver. Pourquoi? Parce qu'ils sont le fait de banquiers, d'investissements de grands banquiers et de grandes sociétés immobilières qui vont revendre en cascade les contrats et à des entrepreneurs qui vont se rattraper sur les salaires et qui vont introduire à Marseille une pratique qui n'existait pas, le marchandage. C'est-à-dire que les journaliers, à l'époque, toute cette masse de travailleurs est employée à la journée, et on va marchander au plus bas entre le salaire de la journée, à tel point qu'en 1867, une grève des employés du bâtiment qui travaillent pour l'armée impériale, 200 maçons et tailleurs de pierre, et qui vont écrire au préfet, qui vont se plaindre, et d'ailleurs ils n'auront pas gain de cause, mais on a les traces à la préfecture, et on refusait de les payer, parce que ces entrepreneurs se rejetaient la responsabilité des salaires les uns sur les autres. Donc l'aggravation des conditions de vie et de salaire, sur une majorité de main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, qui travaille dans les savonneries, les huileries, les raffineries. Il y a beaucoup moins de grosses unités que dans les appartements de la France. Un rapport médical de 72 dénonce les conditions dangereuses, l'état de santé déplorable des ouvriers et leurs familles, faites par un médecin, notamment les fondeurs de plomb par exemple. Et au niveau salaire, donc je vous ai dit, les plus chanceux, les plus spécialisés, c'est des nouveaux métiers, gagnent jusqu'à 4 francs par jour, mais la majorité des hommes, c'est 2 francs 50 par jour, les femmes ne dépassent jamais, sauf exception rare, 1 franc 75. Il faut savoir qu'à Marseille, pour comprendre ces chiffres, le prix du pain, on en mange pratiquement 1 kilo par adulte à l'époque, c'est 50 centimes minimum, ça peut monter. Et quant aux loyers, qui sont exorbitants depuis ces grands travaux, et qui ont provoqué une crise de logement qui dure encore d'ailleurs, c'était 20 francs par jour pour un logement très modeste où s'entassait toute une famille, 20 francs, avec un salaire, si vous voyez une femme qui avait des enfants avec 1 franc 75, vous ne pouvez pas vivre. Une très grande misère, je vous montre rapidement quelques photos. Voici une des plus vieilles rues qui a été détruite, qui s'appelait la rue de l'Œil de Bœuf, qui trouvait des verreries, qui étaient d'ailleurs très anciennes et qui ont disparu du coup, mettant au chômage beaucoup de gens. Et là, c'est juste avant, c'est Terry, un grand photographe marseillais qui a photographié quelques vieilles rues juste avant leur destruction, et on voit là les habitants. Voici les portefaix qui ont disparu quasiment en 20 ans parce que Napoléon III a donné l'exclusivité de la douane à la compagnie des docks, et ce qui fait qu'eux n'utilisaient que leurs porteurs sous-payés. Et cette corporation qui était estimée, même si c'était extrêmement dur, ne pouvait s'occuper que des petits portages du Vieux-Port et pas du Nouveau. Et je vous ai mis à côté le portage fait par les enfants
et les femmes. Les enfants qui étaient moins mal visibles que dans les parties nord, mais qui traînaient les rues dans des conditions déplorables. Très rapidement, je vous ai mis là une carte postale qui était censée amuser. Il s'agit des vieux métiers marseillais, tondeurs d'âne sur le vieux port, c'est juste devant la mairie. Et on aura comme ça toute une imagerie populaire qui donne une apparence folklorique et bon enfant. Mais si on regarde les détails, je vous ai aussi les deux gamins qui sont devant, vous voyez dans quel état ils sont, mais c'était l'état de la classe populaire marseillaise de l'époque. Voilà. Donc, quelles étaient les forces en présence au vu de la montée de cette classe populaire pauvre qui, au départ, n'a que très peu de droits? Eh bien, d'abord, il y a cette classe populaire nourrit une certaine colère pour les choses que je viens d'évoquer. Les grèves se multiplient à partir des années 67-68. L'Organisation internationale du travail va être présente à Marseille à partir de 1867. Et sous l'impulsion d'André Bastidica, c'est un ouvrier typographe, anarchiste proche de Bakounine, il va populariser le mouvement auprès des ouvriers en organisant dans tout le département des Bouches-du-Rhône des chambres syndicales et des sociétés ouvrières, et qui en 1870, au mois de mai, réunissent 29 corporations et totalisent plus de 4000 membres ouvriers. Et ce, malgré une répression assez sévère due à la police. Elle aide les ouvriers à s'organiser, soutient leur grève, celle des imprimeurs en septembre 68, celle des menuisiers en juin, celle des mineurs, il y a des petites mines qui travaillent dans des conditions très dures, à Fulvaux, à Gréas, à plusieurs reprises en 1868 et 1869, mais celle des imprimeurs, celle des ouvriers du port, celle aussi des portefaix qui vont aussi être très actifs dans la commune de Marseille. Et en 1870, en avril, la section marseillaise de l'Internationale envoie des secours importants aux grévistes du Creusot. Mais elle n'est pas la seule association qui travaille dans l'opinion marseillaise et qui se préoccupe de l'amélioration de la condition ouvrière. La partie la plus progressiste de la franc-maçonnerie est en plein essor à Marseille et essaye réfléchit sur un enseignement populaire et laïque. On a des traces dans les archives. Les bibliopenseurs sont très nombreux, presque un millier en 1870. Ce sont souvent les mêmes, ils appartiennent à plusieurs associations à la fois. De nombreux clubs et journaux relais d'opinion républicaine radicale qui, à ce moment-là, sont tranchés et pour certaines proches des socialistes. D'ailleurs, Marseille va envoyer 2 républicains aux élections, au corps législatif, aux élections de mai 1869. Et l'opposition à l'Empire à Marseille partageait en 2 clans, les légitimistes, royalistes, donc fortement soutenus par le clergé local, très influents, car la ville est très catholique, même parmi les républicains, et les républicains, dont des clivages très forts. En janvier 70, cela va se traduire par des manifestations politiques à plusieurs reprises, et puis j'enchaînerai sur la commune elle-même. En janvier 70, après l'assassinat du journaliste Victor Noir par le cousin de l'empereur, plus de 2000 personnes manifestent en pleine nuit à Marseille au cri de « Abat l'empereur, vive la République » et des drapeaux rouges sont brandis. La Marseillaise est entonnée. Il faut savoir qu'à l'époque, la Marseillaise est interdite. On risque la prison à chanter la Marseillaise. Malgré l'arrestation d'une centaine de personnes, l'agitation dura plusieurs jours. Et lors du plébiscite de mai 70, Marseille fut la seule avec Paris à voter non à l'empereur. Et c'est dans ce cadre agité que vont éclater les événements qui constituent le mouvement communal marseillais, que je vais résumer en 3 poussées insurrectionnelles qui vont aller crescendo. La
La première va avoir lieu le 7 et 8 août. Elle ne durera que quelques heures. C'est à l'occasion, là, un peu comme à Paris, de la défaite de Forbach. Mais l'hôtel de ville va être envahi et elle va révéler un meneur qui va être présent pendant tout ce mouvement. C'est l'avocat Gaston Crémieux. Voilà. Gaston Crémieux était un avocat originaire de Nîmes et qui était venu faire sa carrière à Marseille, qui a été extrêmement choqué par cette misère que j'ai essayé de vous décrire, et qui était très en empathie avec les pauvres et qui va aider les ouvriers à rédiger leur statut pour les chambres syndicales et leurs associations et prendre leur défense à plusieurs reprises. On va l'appeler pour cela l'avocat des pauvres. Et il va prendre la tête de la foule qui va envahir l'hôtel de ville. Et avec ses collègues, ça va durer que quelques heures, mais pour la première fois va être formé un comité révolutionnaire qui va se reformer plus tard. Et il va être arrêté, et avec une trentaine d'autres personnes, ils vont être emprisonnés, condamnés par un conseil de guerre déjà. Et c'est bien sûr la chute de l'Empire et de la déclaration de la République qui vont le sauver le 4 septembre. Alors le 4 septembre, c'est la deuxième poussée. Il faut savoir qu'à Marseille, la chute de l'Empire a pris une forme assez violente. La ville avait beaucoup souffert de la férule policière et il y a eu une réaction très forte. La préfecture a été envahie, bien sûr, mais tout ce qui pouvait faire penser à des symboles de l'Empire a été mis à bas. Et notamment, alors je ne vous dirai que ça, je n'ai pas le temps de faire plus, la grande statue de Napoléon III, qui n'existe plus, qui était dans cette chambre de commerce, c'est le palais de la Route que je vous ai montré, qui trônait dans cette salle qui est magnifique, qui existe toujours, qui était au premier étage. Et qui va être donc mise en pièces, et bien d'autres symboles, comme le qui n'existe plus non plus à la mairie de Marseille, qui faisait tout le mur. Elle va être grattée, le fameux médaillon dont je vous ai parlé va être aussi détruit, etc. Et un policier va être, qui frappait la foule, va mourir sur les coups, puisqu'il est tombé dans la tire de son cheval et il n'a pas survécu à ses blessures. Et Gambetta, le ministre de l'Intérieur et de la Guerre, va envoyer son collègue Esquiros, qui avait été élu, un député en 1969, comme représentant spécial, comme administrateur supérieur du Jura, avec les pleins pouvoirs, pour, pense-t-il, ramener le calme. Alors, Alphonse Esquiros, c'est la seule personnalité avec Crémieux dont je vous parlerai, je n'ai pas le temps de me faire plus. Ce n'était pas l'inconnu du tout, ni pour les Marseillais, ni d'ailleurs pour les Français. Il est totalement oublié aujourd'hui. Nous retravaillons sur cette personne estimable parce que c'était un écrivain parisien, un historien aussi, grand défenseur des pauvres lui aussi, très tôt, qui a défendu les femmes dès 1848, les ouvriers, les pauvres, et qui avait été emprisonné sous Louis-Philippe pour ses écrits. En 1850, il vient à Marseille, il est journaliste, et il va défendre déjà les instituteurs pour l'école laïque. Il devient député et il fera partie des 60 députés emprisonnés. Et donc, il va essayer d'instaurer une république sociale, qui a été d'ailleurs sous-estimée. Il va prendre des mesures pour les ouvriers, pour les petits loyers, pour limiter le temps de travail chez certains patrons, pour créer une banque de prêts, et il a créé aussi une école professionnelle laïque et gratuite. Il va prendre la tête d'une Ligue du Midi qui s'est constituée dans le Sud et qui a un programme d'action sociale et à côté d'un programme de défense du territoire. Et il va être, comme il va renvoyer, il va interdire les jésuites qui causent un grand désordre à Marseille, il va être rappelé et révoqué par Gambetta. Il va provoquer la première commune de Marseille pour
fonceur. Et en réalité, il a été blanquiste, je n'ai pas le temps de l'étendre, mais il a réellement voulu instaurer cette république sociale qu'on a sous-estimée même plus tard dans ce qu'on fait l'histoire de la commune. Et donc, il va être renvoyé, les choses vont se passer, mais en rapport avec la commune de Paris pour la défendre, Gaston Crémieux va provoquer une deuxième commune qui est mieux connue, hein, c'est celle dont on parle toujours, qui va être écrasée par les canons du général Escrivá de la Louvainette. Je vous montre là la fameuse gravure de ces canons qui se trouvaient en dessous de la Vierge de la Garde, c'est connu, et qui ont bombardé la préfecture, alors que les communards n'avaient pas du tout d'armement. Hein. La répression va être terrible. Pendant des années, Marseille va être sous la loi martiale, voilà, je me dépêche parce que j'ai beaucoup de temps. Voilà, on va avoir 14 condamnations à mort, 3 qui vont être exécutées dont Crémieux, ainsi que de nombreuses déportations. Et je voudrais terminer en quelques phrases pour évoquer la particularité de la commune de Marseille, du mouvement communal, parce qu'on commence à bien les distinguer aujourd'hui. La première chose, c'est que la commune de Marseille, en fait, ce qu'on appelle commune de Marseille est venue à la fin. Une tentative de république sociale a précédé la commune. C'est la différence avec Paris. Ce n'est pas la commune qui l'a installée, c'est pour la défendre que la commune s'est faite. Voilà, c'est une grosse différence qui nous sont apparues à travers les archives. Vu les mesures sociales qui avaient déjà commencé à être faites et le programme de la Ligue du Midi. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de fédération de la garde nationale qui ont précédé l'insurrection comme à Paris, mais une fraction, elle s'est divisée en deux, cette garde nationale, c'est des quartiers riches et ceux des quartiers ouvriers dont j'ai parlé. Troisième chose, nous parlons de communes, mais en réalité, les républicains modérés de la municipalité de Marseille se sont opposés aux révolutionnaires de la commission départementale. C'est une commune formée au niveau départemental. Et ça aussi, c'est une originalité. Et qui a été évidente dans les deux parties du mouvement, hein, que ce soit en novembre, que ce soit en septembre, et que ce soit en mars. Voilà, et je terminerai par l'ambivalence de la mémoire marseillaise. L'histoire officielle a complètement écrasé cet événement. Beaucoup de Marseillais ne s'en souviennent pas, mais dans les mémoires familiales aussi. À chaque conférence, les gens viennent me voir, ils ont parfois même des photos, des parents qui ont été impliqués dans le mouvement. Donc on travaille sur la renaissance de tout cela. Voici donc l'hommage à Crémieux qui est fait par le comité depuis presque 30 ans déjà. Cette photo a été donnée par les familles de la famille de Crémieux à des associations pourtant très conservatrices à Marseille, mais parce qu'ils savaient qu'on le conserverait, qu'on diffuserait le souvenir. Et depuis peu, c'est la tombe d'Alphonse Siros. C'est le monument que les Marseillais ont payé de leur denier à sa mémoire quand il est mort en 1876, et avec d'autres associations comme la Libre Pensée, comme Promémo, à l'initiation d'ailleurs de la Libre Pensée. Chaque année, il y a maintenant un hommage aussi à Esquiros. Voilà. Merci beaucoup. Un travail de mémoire, il y a un travail d'histoire qui se fait, qui est important. J'inviterai justement Michel Sancarini Fournette de nous rejoindre